servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laisse aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'analyse. Aujourd'hui, match de Conference League qui opposait Servette à Ludogorets jeudi soir et qui s'est soldé par un 0-0. Aujourd'hui, du coup, on va revenir sur la compo, le match, le top et le flop, la classique que vous connaissez et puis d'autres sujets qu'on développera plus tard. Et la preview de Lugano, etc. comme vous connaissez. Et avec moi, j'ai des invités de qualité. À ma gauche, David. David, salut. Salut Lucas. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Tu étais au stade hier soir ? J'étais au stade hier soir. Et ça s'est bien passé ? Oh bah écoute, on en parlera. Mais donc content d'être en week-end surtout. Hein. Ouais, hein, on est content, on est vendredi soir. Et on est en week-end. Et à notre droite, un invité spécial, puisqu'il n'est que rarement là. Benjamin, salut Benjamin. Hello tout le monde. Ça va bien ? D'être là. Ouais. Ça va bien. Et t'étais au stade hier soir ? J'étais au stade, j'étais juste derrière Weiler et j'ai pu voir à quel point il a été dépité du début jusqu'à la fin. T'étais l'assistant de Weiler ? Presque. Ouais, et on rappelle que Benjamin est arbitre, donc il pourra revenir sur les situations qui s'est déroulées dans ce match et justement on pourra en parler de l'arbitre en long et en large. Donc pour aborder le fil du match, on va tout de suite commencer avec la compo de Servette. Alors on avait Frick au but, une charnière centrale Rouillé-Séverin, Mazikou à gauche, Tsunemoto à droite, Ondoa Théomania, milieu centre, à droite Stevanovic, à gauche Bola et en attaque Crivelli, Guimeno. Alors messieurs, première question, surpris de la compo ? Surpris, pas vraiment, on s'attendait à ce que Weiler fasse tourner pour ce match de Conference League en attendant le match de championnat dimanche contre Lugano. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la compo, j'aurais préféré clairement voir Konya à la place de Magnin au milieu de terrain. Mais bon, on connaît Weiler, il fait tourner et puis gentiment Magnin commence à prendre sa place au milieu de terrain. Mais c'est vrai que pour un match de conférence, j'aurais préféré voir chaque joueur jouer à sa place. Du coup, ouais, on va pas dire que j'ai été surpris, mais ouais, sur le principe, j'aurais préféré voir Konya au moins 60 minutes. Mais sinon, le reste paraît relativement cohérent. Ouais, un choix bizarre de faire tourner dans un match aussi important pour Servette. Ouais, c'est ça. C'est une petite frustration en sachant que, avant le début du match, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà. Les choix de Weiler sont les choix de Weiler. C'est ça. Et toi, Benjamin ? Non, pas vraiment surpris. On avait compris que maintenant, les matchs d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est pas la priorité. On veut clairement viser le doublé en championnat, donc c'est normal. La compo m'a pas surpris dans ce sens-là. Je suis pas d'accord. À mon avis, il a peut-être anticipé le fait que Ludogorets n'allait pas jouer, et du coup, il préfère garder Konya en forme, et notamment pour le match retour. Ouais, un peu ce double discours que j'arrive à comprendre. Il y a ceux qui disent qu'il fallait mettre la compo type face à une équipe de Ludogorets, qui est justement un adversaire pour l'Europe et on veut faire bonne figure en Europe ou peut-être se qualifier, on a peut-être une chance. Et de l'autre côté aussi, est-ce qu'il ne faut pas miser sur le championnat, sur la coupe ? Et du coup, c'est le match pour faire tourner. On peut reposer nos cadres comme Kuteza, Konya et c'était qui le troisième sur le banc ? Non, c'était Baron, mais il n'est pas titulaire de base. Et ouais, donc double discours qui peut s'entendre. On avait aussi le retour du 4-4-2 parce que c'est vrai qu'on était plutôt sur du 4-2-3-1 ces derniers temps avec Antunes en 10. Là, 4-4-2, ça fait penser aussi au match contre Genk ou contre les Rangers. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, si on va passer du coup au match en soi. Alors un match qui a commencé un peu timidement. Ludogorets qui a réussi à
à avoir des occasions sur les 15 premières minutes. Mais après, Servette a très vite repris l'ascendant et Servette a dominé son adversaire. Est-ce que vous étiez un peu surpris par le niveau du club bulgare ? Bon, personnellement, je ne les ai jamais vus jouer. Hein. Je vais pas m'avancer sur le niveau du championnat bulgare. Mais c'est vrai que quand on regarde les stats en championnat, et c'est un peu un rouleau compresseur, ils sont à plus de 2 buts par match marqués. Ils sont à 12 buts encaissés en 19 matchs. Donc c'est clair, comme ça, quand tu regardes sur le papier, tu peux t'attendre à avoir un rouleau compresseur qui arrive au Stade de Genève. Et franchement, à part effectivement un gros premier quart d'heure, je les ai pas trouvés si flamboyants, les joueurs bulgares. Du même avis, Benjamin. Ouais, le premier quart d'heure, moi j'ai eu peur. Honnêtement, après le premier quart d'heure, je me dis, il va être long le match, ça va être une longue souffrance, et ils ont fini par s'éteindre totalement. Et du coup, mais j'ai quand même l'impression qu'ils se sont beaucoup économisés. Ils n'avaient pas l'air de trop paniquer avec le ballon derrière. Bon, peut-être que si on avait mis des buts, ils auraient agi différemment, mais en tout cas, c'est surprenant, et je pense qu'il y a de la place pour le match retour, mais on en parlera plus tard. Ouais, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que cette équipe de Ludogorets, moi j'ai regardé le match sur Blue Sport, et c'est vrai que les commentateurs disaient que c'est une équipe qui a l'habitude de dominer leur match, donc de jouer face à des adversaires plus faibles, et du coup avoir souvent le ballon, et c'est vrai que là, ils étaient un peu dans une position de faiblesse parce qu'ils n'avaient pas le ballon, et c'est peut-être une équipe qui n'est pas habituée à pas avoir le ballon, justement. Moi, j'ai aussi l'impression qu'ils l'ont laissé, le ballon. Ouais. J'avais vraiment, au bout d'une bonne environ demi-heure, l'impression qu'ils venaient clairement pour jouer le nul, en se disant quelques balles en contre, et puis ça peut passer. Mais ouais, j'ai pas senti cette volonté de venir chercher la victoire. Peut-être dans les 15 premières minutes. Dans les 15 premières minutes, oui. Mais après, ça s'est assez vite estompé, j'ai trouvé. Ça contraste avec le discours du coach en avant-match qui disait qu'il voulait surtout ne pas perdre. Et le premier quart d'heure était totalement à l'opposé. Il avait justement prendre des risques. Il avait un discours où il disait si on fait match nul, le but c'est de pas perdre, donc ça veut dire le match nul nous conviendra bien. Et le début de match n'est pas du tout à l'image de ce discours. Et au fil du match, oui, ça a totalement correspondu. Mais je pense prendre des risques dans les premières minutes. Enfin, si on s'encaisse là un but, du côté de Ludogorets, j'ai du mal à dire ce mot, vous avez compris. Mais est-ce que justement, allez, 15 minutes à fond, au pire on se prend un but, après on pourra revenir, au pire on se prend pas de but et on marque, et après on garde le score. C'était peut-être leur volonté justement de marquer vite pour jouer après le résultat qui leur avantageait. Mais voilà, donc Servette a dominé, a eu les occasions dans les 30-45 premières minutes. On a senti aussi une finition qui n'était pas forcément au rendez-vous, justement. Donc c'est aussi ce qu'on a pu reprocher pour le match d'Yverdon. Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans cette volonté de faire le beau geste à la fin et juste... peut-être qu'il faut juste marquer, quoi. Le beau geste, faudrait-il déjà cadrer ? Justement, mais on s'entête à... Des occasions tranchantes, même, j'ai envie de dire, si c'était passé très très peu à côté, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a beaucoup eu de tirs ratés, de loin. au-dessus, à côté. L'action de Guillemenot, par exemple, où tu te demandes vraiment ce qu'il essaye de faire, même par 2 fois. Je trouve même pas qu'il y avait une tentative de beau geste. Je pense qu'il y avait une tentative de bourrinage sur le but, mais pas forcément de tenter le beau geste, en tout cas sur ce match. Par contre, ce que je trouve qui devient gentiment flagrant, c'est le manque d'un vrai buteur, et là je commence à sentir l'absence de Chris Bédia, c'est sûr. Totalement. Mais quand je parlais de volonté de beau geste, c'était plus dans les combinaisons. À des moments, on voulait trop combiner au lieu de juste frapper au but. J'ai des exemples avec Théo Magnin qui fait une 2 justement avec Guillemenot, et au lieu de tirer, il va encore chercher Crivelli pour une autre remise, et là peut-être à ce moment-là il fallait juste tirer, quoi. Ce qu'ils se sont dit, ou peut-être en analysant les matchs de Ludogorets qui étaient quand même solides
sur certains matchs, à part le 7-1 au Danemark, je crois. Ouais. Ils se sont dit, ils défendent bien et du coup, il faut combiner rapidement pour les déstabiliser. Et du coup, ils n'osaient pas des frappes de loin. C'est possible aussi. Et en même temps, c'est pas trop le style de Servette de frapper de loin. C'est vrai. Si, il y a Sambal et Ladyba qui aiment bien tirer de loin. De loin, mais trop. Voilà, ils ont beaucoup de tentés de loin, mais aucun n'a vraiment cadré sa frappe. Non, c'était assez consternant en fait, cette faiblesse au niveau finition. Moi, je suis pas sorti, je suis pas parti du match avec un sentiment de frustration comme certains peuvent l'avoir eu, mais plus une sensation de tristesse face à ces ratés en fait. C'est pas la frustration qui a prédominé, c'est une espèce de consternation en fait. Je me dis, on a eu tellement d'occasions, il n'y en a pas une qui était vraiment dangereuse. Ouais. Pour moi, limite l'action la plus dangereuse du match, c'est le tir de Ludogorets à la 11e minute. Oui. Après, on va y venir, mais en deuxième mi-temps, Crivelli qui sauve le but. Mais bon. Ça, c'est un autre débat, on en parlera après. Ça, c'est un autre débat, exactement. Mais oui, je vois totalement, il n'y a pas eu vraiment d'action tranchante. Je crois que notre premier tir cadré, il arrive en fin de première période, et c'est même pas un tir dangereux. Donc on a eu de la peine. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a aussi des faits de jeu qui ont fait que on prend quand même 2 cartons jaunes dès le début du match. Mazikou, Ondoa. Ce qui a freiné pas mal aussi les ardeurs de Servette, puisqu'ils étaient sur un gros pressing de base. Justement, l'arbitre a pas mal sanctionné dans ce match, ce qui a pu aussi faire ralentir le jeu de Servette. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, et un mot sur l'arbitre dans cette première mi-temps. On va laisser parler notre arbitre. Hein. Ouais. Bon, alors c'est difficile parce que j'ai un devoir de réserve. Mais bon, après, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne s'est pas mis au niveau des matchs de Coupe d'Europe. J'ai essayé de chercher son âge pour voir si c'est un jeune arbitre qui manque un peu d'expérience ou si c'est un arbitre expérimenté. Il est slovaque. C'est la seule info que j'ai retrouvée. Mais oui, il a pas beaucoup laissé jouer. Il a été très tatillon. Il a aussi par moments, il a essayé de parler quand même avec les joueurs. Peut-être un peu trop. Les Servettiens ont beaucoup râlé. Ce que les Bulgares n'ont pas fait. Et je pense que c'est là où les Bulgares se sont mis l'arbitre dans la poche. Parce que inconsciemment, une équipe qui râle, elle obtient rien, si ce n'est des cartons. Et puis, mais bon, Michael ne me contredira pas, il n'a pas été exceptionnel aussi dans ses courses. Et du coup, il n'avait pas toujours les bons angles. Et je pense que c'est surtout ça. Il n'était pas contre Servette. Il s'est juste pas adapté au match européen qu'il a eu. Et du coup, il n'a pas toujours pris les bonnes décisions, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des inspecteurs UEFA qui vont s'en occuper de juger sa prestation bien mieux que moi, qui était tranquillement dans mon siège en principal derrière Weiler. Oui, sans doute, mais après, le résultat est là et on ne pourra pas le changer. Oui, maintenant, Servette, si Servette 4 passes et frappe, c'est pas la volonté, c'est pas la responsabilité de l'arbitre. Malheureusement. Non, c'est clair. Mais ces cartons jaunes distribués ont fait que on a dû remodeler, enfin, du moins Weiler a dû remodeler l'effectif, et on l'avait vu venir chez Servetien au passage, en tout cas dans notre conversation WhatsApp. Il faut peut-être changer quelque chose à la mi-temps, et on a vu juste, et je sais pas si c'est toi David qui avait dit qu'il fallait enlever Mazikou. Non, je crois que c'était Mathieu. C'était Mathieu, voilà. Ouais. Big up à Mathieu. Enlever Mazikou pour mettre Konya, et c'est exactement ce que Weiler a fait. Mathieu ou Michael, je les confonds tous les deux. C'est les nouveaux. C'est ça, exactement. Et du coup, vous êtes assez d'accord sur ce changement. Il fallait sortir Mazikou. Il était peut-être un peu trop expressif physiquement dans ce match. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique par rapport à d'autres matchs. Je ne l'ai pas trouvé complètement dépassé. Mais bon, c'est vrai que c'est le jaune qui fait qui sort. Ça m'a étonné, franchement. Je trouvais qu'il avait quand même une assez bonne débauche d'énergie. Je l'ai vu même repiquer en défense centrale pour venir couper des lignes. Donc je l'ai trouvé quand même assez concentré. Bon, même si on connaît les faiblesses de Mazikou,
À la limite, ce que j'aurais peut-être pu voir, ça aurait été un changement avec Baron. Parce que personnellement, Magnien, je l'ai trouvé bon dans sa débauche d'énergie. Il courait beaucoup, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté de sa part de jouer, mais je l'ai trouvé encore un peu tendre dans ses placements, dans son agressivité. Mais c'est un bon joueur, franchement. S'il continue comme ça peut vraiment être un très très bon joueur, d'autant plus qu'effectivement il peut aussi bien jouer en défense qu'au milieu de terrain. Mais sur ce match là, j'aurais vu peut-être un petit peu plus d'expérience. Alors clairement, Servette, on n'a pas non plus des joueurs qui ont un palmarès long comme le bras, mais ouais, j'aurais peut-être plus vu un changement avec Baron à la place de Mazikou. Ok, et donc mais laisser Magnien et puis faire rentrer Konya au milieu de terrain. Oui, ça c'était indéniable. Il nous manquait notre pivot, notre orientateur. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté de pas griller deux changements d'un coup. Oui. Faire d'une pierre deux coups. Du coup, remplacer Mazikou qui avait déjà un jaune et remettre Magnien latéral gauche ou. Ah, c'est pour ça que je les aurais sortis les deux. Ouais. Je comprends. Mais après, peut-être qu'ils voulaient pas faire deux changements à la fois, je pense. Non. Bah après, et puis on est toujours sur la mi-temps là où. Ouais, on est sur la mi-temps. On est sur la mi-temps. Et par contre là, je l'avais senti venir. C'était le changement de Koutessa, l'entrée de Koutessa pour Bola. Bola que j'ai trouvé médiocre sur ce match. Ah ouais. Franchement, il a tenté, mais c'était pas extraordinaire. Alors bon. Il a eu des moments de gloire ces derniers temps en championnat en étant bien placé au bon endroit au bon moment, mais là sur ce match là j'ai pas trouvé que c'était le renfort offensif qu'il nous fallait. J'aurais encore une fois j'aurais peut-être mis Koutessa même limite soit au début du match soit rentré à la mi-temps. Je dirais que Bola il a pas le niveau européen. Il brille contre les équipes suisses, mais en Europe c'est plus compliqué. Tandis que Koutessa clairement le niveau européen. Je sais pas si Bola n'a pas le niveau européen, mais ce soir-ci, c'est vrai hier soir, c'est vrai qu'on l'a senti un peu. Mais même sur les coups de pied arrêtés, mais ça en global, Servette a mal négocié ses coups de pied arrêtés. Pourtant, on en a eu beaucoup. Mais par exemple, son coup franc en première mi-temps, alors qu'on n'est pas si loin du but, il n'arrive pas à le cadrer. Ses corners sont toujours pas très bien tirés. Donc, ouais, peut-être un peu trop de précipitation. Et là, c'est vrai que Koutessa aurait fait la différence peut-être en début de match. Et il rentre à la mi-temps. Non, il rentre un peu plus tard. Il rentre un peu tard quand même, Koutessa, pour ce genre de match, j'ai trouvé. Mais ouais, Bola pas. Ouais, c'est ça, il rentre à la 60e. Ouais. En même temps que Antunes pour Guillemeno. Voilà. Le double changement qui est venu plus tard. Mais où Weiler a bien géré, c'est qu'il a sorti les joueurs qui avaient des cartons jaunes. Ça évite de prendre un carton rouge bête qui plombe le match et surtout qui aurait énormément compliqué le match retour. Surtout qu'on n'a pas du tout l'habitude de prendre des cartons rouges bêtes en ce moment. Justement, expérience, je pense, du Verdon où il s'est dit non, mais si on prend 2 rouges en 2 matchs d'affilée, ça va pas le faire. Et surtout que ces joueurs, il faut qu'ils soient là au match retour. Oui, bien sûr. Si on les perd, c'est mauvais. Mais oui, Guillemeno qui s'est pris un jaune, d'ailleurs plus tard, pour la raison de pourquoi il sort. Et puis, seconde mi-temps, à l'image de la première, là, on n'a vraiment pas vu Ludogorets. Je crois qu'on les a vus une fois, à la 80 et quelques, où ils ont une frappe qui n'est même pas cadrée. Mais sinon, Servette avait le jeu dans ses mains, avait les occasions, et avait les coups de pied arrêtés, mais ça voulait pas. Ça voulait pas. Et puis à l'image, on va y venir maintenant, à l'image de cette frustration qu'a pu sentir certains supporters servettiens, ce ballon qui arrive sur Antunes et Antunes qui tire sur Crivelli dans les buts. C'était le moment de mettre le 1-0. C'était la balle du 1-0. C'est ça. C'était la plus grande occasion de Servette dans ce match, mais est-ce qu'on peut reprocher à Crivelli d'être devant ? Non. Alors oui, il est sur la frappe, mais il se fait tirer dessus. Il va pas bloquer le ballon. Il essaye même d'ailleurs de se décaler rapidement. Oui, mais il n'y arrive pas. Et puis la frappe va vite.
Là, je sais pas, il y a quoi, même pas 10 mètres Même pas, même pas c'est 3 ça, mètres, il est aux 5 hein, mètres, c'est- il tire dessus, quoi. Ouais, donc, Mais pour moi, c'est la faute de aucun des deux. Parce que Crivelli se trouve au mauvais endroit. Et Antunes, pour moi, ne peut pas contrôler dans ce genre de situation. Il est à 5 mètres du but. S'il contrôle, il y a un défenseur qui arrive. Il faut vite qu'il tire. Et malheureusement, dans la précipitation, il tire pile au l'endroit où le pied de Crivelli était resté. Mais pour moi, c'est vraiment un manque de chance. Ouais. Après, est-ce qu'on va s'en vouloir de ne pas avoir mis ce but à la maison ? Seul l'avenir nous dira, je pense. De toute façon, si on n'arrive pas, on n'a pas eu énormément d'occasions, donc si on passe pas sur 180 minutes, c'est qu'on n'a pas, c'est pas que sur cette occasion qu'on pourra s'en vouloir, c'est sur l'ensemble de la prestation. Non, je suis d'accord. Peut-être qu'il nous mettra un doublé au match retour et puis on aura totalement oublié. Peut-être, on l'espère. Mais ouais, moi j'ai trouvé un match aussi à l'image du match contre Sheriff à la maison. Et les mêmes ressentiments, j'ai trouvé. Bon, on s'est pas pris de but bête, heureusement. On a failli. Oui. et aussi à l'inverse de Sheriff, on n'a pas eu ce déclic qui est arrivé à la fin d'ailleurs pour le match contre Sheriff. Donc bilan du match 0-0. Quels sont justement les bilans tirés de ce match pour vous ? Pour moi, il n'est pas négatif. Franchement, on en parlait avec Ben avant l'émission. Je pense que c'est moins pire et tu seras là pour appuyer ton propos, j'ai envie de dire, c'est toi qu'on parlait. Mais effectivement, le 0-0 à la maison, c'est pas une si mauvaise chose. Bon, imaginons qu'on disait on mène 1-0 sur ce match, on arrive en Bulgarie en étant position de leader, c'est chaud, hein. Là on va se retrouver encore à armes égales, j'ai envie de dire, ça laisse un match ouvert. Après, si on s'était pris un but, là clairement je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. Donc certains peuvent être frustrés, je pense que au contraire tout est ouvert, donc à voir. Ouais, est-ce que c'est pas un désavantage d'arriver à 1-0, enfin, pas un désavantage parce qu'on mène quand même au score, mais peut-être que si on était arrivé en Bulgarie avec un 1-0, on serait mis dans un fauteuil en mode ok, maintenant ça dépend pas de nous. Et ce genre de match est toujours plus dur à aborder qu'un match où ça se joue à intensité égale. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je te laisse. Disons qu'à 1-0, tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais au match retour. Est-ce que tu attends ? Est-ce que tu cherches à conserver ton score ? Est-ce que tu cherches à vite aller mettre le deuxième pour le mettre la tête sous l'eau ? À 0-0, l'équation n'est pas la même. Si on cherche à ne pas encaisser, du coup on s'expose à des prolongations et des tirs au but. Et ça, honnêtement, vu le calendrier et l'effectif, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Du coup, tu vas vouloir aller chercher le but. Et du coup, en t'exposant, tu permets aussi à Ludogorets de s'exposer et sur un contre, on peut les avoir. Donc, c'est bon, c'est facile à dire parce que je dis pas que j'aurais été déçu si on avait gagné le match 1-0. Mais c'est peut-être, vu le niveau de Ludogorets, je pense que c'est presque le meilleur scénario. Parce que le scénario idéal aurait été d'avoir gagné 2-0. Donc c'est Bijan qui avait pronostiqué un 2-0. C'est vrai ? Ouais, dernière émission, ils ont pronostiqué, ils disaient un 2-0, c'était bien. Je sais plus qui, mais... Non, on sait ce qui se passe quand Servette... C'était pas Neil Hassan, il était pessimiste. Faut pas oublier qu'on sait ce qui se passe quand Servette mène 2-0. Hein. On a beaucoup d'exemples. C'est vrai. C'est vrai que pour tenir un score, c'est compliqué du côté de Servette. Bon, le parallèle est un peu... je sais pas comment on dit, mais bon, bref. Est-ce que c'est 2 points de perdu, même si on joue pas des points, ou 1 point de gagné ? Est-ce que c'est un bon match nul ou un match nul Avant le match, je t'aurais dit que ça aurait été un très bon score, parce que je m'attendais à beaucoup mieux de Ludogorets. Et finalement, à la fin, il y a quand même... Ouais, moi, je parlerais quand même de frustration, parce que Servette jouait bien, mais ne cadrait pas. Et du coup, il y avait la place pour avoir un meilleur résultat. Par contre, moi, ce qui me rassure, c'est que Servette arrive à bien faire tourner le ballon, et ça, c'est positif pour le match retour.
Donc plus 2 points de perdu pour toi. Un bon point de gagné. Un bon point quand même. Ça reste un bon match nul. On pouvait pas attendre d'avoir les 3 points parce que justement, comme tu dis, on n'a pas eu de tir cadré. Et du coup, il y a la frustration de ne pas avoir cadré, mais il n'y a pas la frustration de ne pas avoir marqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais été frustré si on avait 15 tirs cadrés et 15 parades du gardien. Là, là, j'aurais cette frustration de se dire, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour la mettre ? Là, justement, j'aurais plus bouilli à l'intérieur de moi-même. Mais là, tu veux être frustré de quoi ? T'as tiré 4 fois au but, cadré, je veux dire. Pas frustré des joueurs qui n'ont pas réussi à cadrer justement ces frappes, alors que. Moi, c'est plus une sorte de dépit qu'une sorte de frustration. Je suis pas parti du stade avec ce sentiment comme un match où contre Lugano, contre Winterthur, tu mènes 2-0 à la mi-temps et finalement score final 2-2. Et moi, dans ce genre de cas, j'ai l'impression qu'on a carrément perdu le match. Même si on prend un point, pour moi, on a perdu le match. Là, j'ai pas eu cette sensation d'énervement, de frustration, c'était vraiment un mauvais match. Donc, parce qu'on manque pas d'expérience en Coupe d'Europe à des matchs où on a le ballon, on se crée des occasions, parce que dans les matchs de qualification, on est passé, mais parce qu'on a des équipes face à des équipes plus fortes ou juste pas. Après, on a en phase de groupe en Europa League, on a affronté des grosses équipes, à part nos amis moldaves. Mm-hmm. Mais du coup, j'ai l'impression que peut-être Servette aussi s'attendait pas à avoir autant de ballons et à pouvoir autant faire tourner le ballon. C'est vrai que Ludogorets, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de match, et eux avaient de l'expérience. Ils étaient venus pour jouer le match nul. Ils sont partis avec le match nul. Et nous, Servette, peut-être un manque d'expérience là-dessus. Oui, c'est vrai. Moi, je rejoins ton avis là-dessus. Ça pourrait expliquer aussi. Parce que même contre Sheriff, quand on avait le ballon, des fois, on ne savait pas quoi en faire. Et c'est un peu anecdotique de Servette ces derniers temps. C'est que quand on a le ballon, généralement, on ne sait pas quoi faire avec. C'est totalement paradoxal en même temps. Oui, c'est paradoxal, ouais. Non, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, manque d'expérience, mais... Moi, je dirais pas manque d'expérience. Moi, je dirais apprentissage. Mais toujours en apprentissage. On est en phase d'apprentissage et honnêtement, encore une fois, je savais pas quel niveau on allait avoir niveau adversaire. Mais quand tu regardes en championnat, 19 matchs, 48 buts marqués, 12 encaissés, nous, on n'a pas ça. Hein. Ouais, après, c'est le championnat bulgare. Mais encore une fois, je veux dire, même le championnat bulgare, et pour le respect qu'on a pour ce championnat, il y a quand même une équipe en face qui est quasiment championne chaque année. Mm-hmm. On est un peu face à une sorte de IB ou de Bâle par le passé. Donc, pour moi, on était outsider et se dire qu'on a affronté une équipe qui, franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait un niveau ouf. Si on a la même physionomie et la même équipe en face au retour, c'est prenable. Après, il faut juste savoir raison garder. Ils auront leur public et leurs conditions. Ouais. Je sais pas à quel point ça peut être aussi chaud, les ambiances en tribune en Bulgarie. On va y venir pour le match retour. Mais franchement, pour moi, alors c'est un bon point. C'est un bon point. Alors voilà, on n'a pas eu la cerise sur le gâteau, mais on a quand même eu le gâteau. C'est pas mal déjà. Avant de passer justement à ce match retour, on va faire une petite décroche vers les tops et les flops de ce match et on va laisser place au jingle. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. En effet, on va commencer peut-être avec le plus dur, les flops. Pour vous, qui était le flop du match? Alors, je me suis posé la question, hein. Je me suis creusé la tête de savoir si j'allais, comme on dit habituellement, citer un joueur ou un ensemble. Ouais. L'attaque
a pas été bonne, mais tout aussi bien sur les ailes, hein, que ça soit Bola. Steva a fait ce qu'il a pu. Mais si je devais donner un nom, le pauvre, ça va encore tomber sur lui, mais je vais dire Guillaume Henault, parce qu'il en a quand même 2 où il peut au moins tenter de la cadrer, et il y en a une qui arrive au poteau de corner alors qu'il est à l'opposé, quoi. C'est vrai. Mais c'est pas que lui, malheureusement, c'est un tout. Je sais pas ce que t'en penses, Ben. Ouais, c'est difficile de sortir un nom en particulier sur ce match parce que personne n'a été flamboyant et personne n'a été mauvais. Maintenant, j'ai envie de dire, le collectif dans son ensemble sur l'approche du match qui était un petit peu trop dans la parole et paradoxalement pas assez dans le jeu, et ils sont tombés dans le piège en fait de Ludogorets mentalement. Et c'est ça, je pense que c'est ça un peu qui nous coûte. Et là, je pense que c'est vraiment un manque d'expérience. Donc ton flop, le manque d'expérience ou le collectif. L'attitude. Ils veulent gagner, ils ont un esprit gagnant et qui fait plaisir à voir. Hein. Ils jouent pas à 0%, comme Magnin d'ailleurs a été incroyable dans l'état d'esprit. Mais ouais, un manque d'expérience pour faire les bons choix au bon moment. On peut aussi parler de Crivelli. Alors moi je refuse de mettre un flop à Crivelli. Hein. Crivelli, pas de flop. Pour moi pas de flop parce que j'ai entendu certains ou lu dans certains avis qui disaient que Crivelli avait pas été bon, mais je suis désolé, il a été servi pas extraordinairement. C'est un attaquant de pivot, donc on va pas lui demander de partir en flèche dans l'axe puis aller faire un 1 contre 1. Il a fait ce qu'il a pu, et puis encore une fois sur l'action de la 80e, pour moi c'est Antunes qui lui tire dessus. Il a pas de bol, faut pas tirer sur Crivelli. Oui, bien sûr. C'est aussi une remarque parce qu'on l'a pas trop vu dans ce match, et peut-être que comme tu parlais des attaquants, c'est peut-être l'attaquant qu'on a moins vu justement dans ces phases d'action. Ouais, mais il y peut rien, malheureusement. Ça s'entend. C'est pas comme s'il avait eu 3 face à face, un sur le poteau, un sur la latte et puis un dévié par le gardien. Non, mais ça. Bien sûr, après, on connaît Crivelli, c'est plus du travail de l'ombre. Donc, des phases de pressing qu'on voit pas forcément à la télé ou en tant que public. Mais si on se focalise sur lui, franchement, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ouais, non, mais... Il n'a pas fait plus que ce qu'il pouvait faire parce qu'il n'a pas été servi pour pouvoir faire plus, et il n'a pas eu les occasions pour pouvoir faire plus, malheureusement. Je suis d'accord. Et puis il devait se racheter par rapport à son rouge à Yverdon. Donc déjà il a eu un bon comportement, ce qui est juste le minimum qu'on attend. On va attendre un joueur pour prendre un rouge. Mais voilà, il a été bon dans l'attitude, et il a remporté 7 duels aériens sur 8. Donc il a peut-être pas apporté le but, il a même malheureusement empêché 1, mais pour moi il a fait quand même globalement le job, et du coup c'est difficile de le mettre dans les flops, peut-être un petit peu facile parce que vu qu'on n'a qu'une seule occasion et que c'est celle-ci, c'est facile de lui tomber dessus. Non, tout à fait. Pour moi mon flop, qui n'est pas vraiment un flop, c'est plus dans l'idée que Weiler avait un schéma de jeu qui est les joueurs ont appliqué, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le résultat au fond, et pourtant je sentais dans les plans, les gros plans sur Weiler, qu'il y avait de la frustration parce que il avait tout fait juste. Il avait un schéma de jeu qui correspondait, il dominait le match, et c'est juste des fois il y a des jours où ça marche pas, et c'est pas vraiment un flop, mais c'est juste pour soulever aussi la frustration de l'entraîneur quand tout marche sauf ce qu'il faut marcher au final, et voilà. Mais encore une fois, faut pas oublier que ce match, comme d'autres, on aurait pu le perdre bêtement. Aussi. On aurait pu le perdre tout court ou le perdre bêtement, parce qu'il y a l'action de la 11e, et il y a Frick qui me fait faire limite un arrêt cardiaque à la 93e. Donc c'est juste... et là, dans ce cas-là, c'était pas la frustration, c'était au-delà. C'était le dépit, la colère, et l'envie d'en tout envoyer valser. Donc non, faut pas oublier, on aurait vraiment pu passer à côté d'une catastrophe à la dernière seconde, quoi. C'est clair.
Surtout que Frick n'est pas connu pour ses Absolument clean pas. sheets. Non, bien sûr. Et puis pour ses boulettes non plus. Et pour ses boulettes, non, Non. jamais entendu parler. Ok, bah, passons au côté un peu plus réjouissant. Les tops, quel joueur vous a marqué dans ce match? Ben, commence. J'ai envie de dire Konya parce qu'il a apporté un bon dynamisme et il a accéléré le jeu. Et puis, il est incroyable, quoi. C'est notre petit lutin. Donc, ouais, j'ai envie de mettre Konya, même si, comme avec les flops, j'ai vu personne quand même au-dessus du lot et qui m'a impressionné. Parce que, voilà, je sais pas vous. Alors moi j'en ai un et c'est un qui revient assez souvent dans mes tops. C'est Rouillet. Ah oui. Ah oui, très gros match de Rouillet. Ouais. Je suis bête. En plus, je l'avais avant. Non, Rouillet pour moi honnêtement il est pas là. Alors on s'en prend en tout cas un parce qu'il a été vraiment hyper rugueux. Il a su même propre, voilà, remonter quand il fallait. Enfin pour moi Rouillet c'est devenu le pilier de la défense. Cette saison, heureusement que Weiler a su, je sais pas ce qui s'est passé en fait entre Weiler et Rouillet pour que justement je pense qu'il a passé un cap cette saison. Il était très très bon sous Geiger, mais après il a perdu son il était en rôle. alternance avec Vouillot. Mais cette année, Rouillet pour moi c'est patron. C'est taille patron. Hein. Surtout dans ce genre de match. Ouais. Ah non vraiment. Et toi? Pour moi, top, c'est dur à dégager un top. Tsunemoto. Tsunemoto, très gros match de Tsunemoto. Et sa combinaison avec Steva, je trouve ça incroyable aussi. Ce côté droit de Servette peut faire du mal. Et ils ont des joueurs de qualité. Et Tsunemoto, c'est vrai qu'il a fait un super match. Chaque fois, sur ses ballons, il avait l'agressivité qu'il fallait, sans trop en donner pour faire la faute. Et toujours le geste juste, la passe juste des fois la frappe. Oui, mais bon, c'est un défenseur. Hein. C'est un défenseur, il peut pas faire tout juste non plus. Mais faut qu'il demande quelle recrue, faut qu'il demande à Sautier 2-3 tricks pour mettre des buts improbables. Hein. C'est vrai. Il s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations où il était quasiment sur la ligne de touche, encerclé par deux joueurs, et il arrivait à combiner dans les petits espaces. Face à la pression, il est zen. Il aime bien la pression. Il aime bien jouer sous pression, j'ai l'impression. Et quand Nagashima sera sur le terrain, entre les deux, ça va combiner. Hein, parce qu'ils vont se parler avec leur langage des signes. Ils n'auront pas besoin de se parler, ils vont se comprendre tout de suite. Et puis, non, mais ça pourrait être sympa, cette association asiatique. Ouais, c'est clair. Bon, avant de parler des recrues, on va parler du match retour à Ludogorets, dans la Ludogorets Arena. Bulgarie, c'est un match tendu, sachant que j'ai regardé et à domicile en Coupe d'Europe, c'est pas seulement que des victoires, c'est 0 but encaissé pour Ludogorets cette saison. Il y a une première atout. Ouais, je vais dire. Bien stopper notre série de matchs sans défaite. Alors. Ouais, mais il y a Fenerbahçe qui est passé, il y a Nordjylland, il y a je sais plus qui c'était le troisième du groupe, mais il y a ces trois clubs. C'est pas eux qui ont perdu contre Lugano. Non, c'était Beşiktaş. Non, ça c'est Beşiktaş. Fenerbahçe, non. Mais justement, à l'extérieur, ils ont perdu leur match, mais à domicile, c'est que des victoires et sans encaisser un seul but, même en qualif. Donc ça va être dur. On ira au tir au but. On les a pas perdus nos tirs au but jusqu'à présent. Voilà. Mais ouais, si on pouvait éviter d'aller jusqu'au tir au but. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce match, sachant que c'est aussi un long déplacement. Alors un 1-0 me suffit. Je pense que ça nous suffit tous, en effet. Mais il y a toutes ces questions de déplacement en soi. Comme c'est un long trajet, il y a aussi... là, on va enchaîner, on va faire Lugano. Bon, ici, la chance, mais après, on va bouger là-bas et après, on va revenir pour disputer le match contre IB. Il y a de la fatigue physique, mais je pense aussi psychologique pour les joueurs. Ouais, mais on a eu l'habitude d'enchaîner au début de la saison en qualif. On pensait que ça passerait pas, puis finalement, c'est passé. Donc là, on est quand même... Hormis le match contre Yverdon, on est dans une
dans une série incroyable. Et du coup, alors oui, il y aura de la fatigue, mais mentalement, le score aussi leur permet d'y croire. Et ils ont montré que, oui, en fait, si on joue, ça va passer. Il suffit juste de cadrer. La question, c'est qu'est-ce que va faire le Ludogorets à domicile? Quel va être l'impact du public? C'est l'info qu'on a. C'est un petit stade. Hein. Je crois qu'il fait moins que 14 000 places. Ouais, mais bon, on a vu l'atmosphère que Servette arrive à mettre dans un stade de 30 000 avec 13 000 personnes. Donc, ça peut avoir un impact. Maintenant, Servette a allé jouer à l'Olympico. Donc, on a l'expérience de jouer devant beaucoup de monde. Donc, moi j'y crois. Franchement, moi, j'y crois toujours. Sinon, ça sert à rien. Hein. Non, c'est clair. La question aussi, c'est on va jouer contre IB. Enfin, là, on joue Lugano, on joue IB. Entre-temps, est-ce que Weiler doit mettre son 11 type à ces 3 matchs? Surtout pour Ludogorets, est-ce qu'il va se concentrer sur ce match-ci? Il peut mettre son 11 type, il peut faire des changements en cours de match. Il n'est pas obligé de mettre Konya à 90 minutes, il n'est pas obligé de mettre Koutessa à 90 minutes. Mais elle est sur la feuille de match, mais elle est sur le terrain d'entrée. Rien n'empêche d'avoir justement la chance, à ce moment-là, d'avoir l'équipe au complet. Franchement. Oui, bien sûr. Moi, je trouverais ça frustrant, même si il est très très fort probable que Weiler n'ait pas l'idée que j'ai en tête, mais de faire plaisir aux supporters et se dire, on est arrivé jusque-là, on a fait tous ces efforts, on met le 11 type. Bien sûr, mais après 3 jours plus tard, il y a le match contre IB. L'adversaire au titre direct. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que Konya puisse encore enchaîner. Enfin, je veux dire, il a enchaîné combien de matchs jusqu'à aujourd'hui? Et ce serait juste maintenant qu'on se dit, ah ouais, mais non, là, on va faire tourner. Je comprends. Moi, personnellement, là, j'aurais un sentiment de frustration. C'est sur la compo, c'est pas sur le match, c'est sur la compo. Ça commence avant le match dans ce cas-là. Et là, je pense que Konya, il a envie de jouer aussi ce match, il a envie d'être titulaire. Écoutez ça, il a envie. Tu vas pas me dire qu'il va préférer, même si c'est pas lui qui décide, on est d'accord, c'est qu'il va préférer être sur le banc en se disant, je me réjouis d'aller affronter Young Boys alors que je peux jouer en Conférence League contre Ludogorets. Ouais. Toi, t'es d'avis je sais pas, il y a le côté romantique qui dit oui, mais bien sûr, faut mettre l'équipe type, même en faisant des changements, on va y arriver. Et puis après, il y a le côté pragmatique. Alors la Coupe d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau. Ce week-end, ça va être difficile de rattraper le retard, de grignoter le retard sur IB parce qu'ils affrontent Stade Lozanouchi. Et même IB en galère, je pense qu'ils arriveront quand même à battre. On sait jamais. On sait jamais. Hein. J'ai vu un match extraordinaire du Slow contre Lugano ici même et je peux te dire qu'on s'y attendait pas. Hein. Oui, rien n'est impossible, mais voilà. Je dirais que s'il fallait vraiment reposer des joueurs, c'est peut-être contre Lugano. Parce que de toute façon, on galère tellement. Oui, parce que la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, là, ça serait frustrant de pas tenter. Et puis, le match contre IB, tu es obligé de mettre ton équipe type. Si tu veux battre IB, si tu veux être champion, il faut battre IB. Et pour battre IB, si t'as pas ton équipe type, ça devient quand même compliqué. Ouais, moi je pense qu'il va faire jouer les 3 matchs à fond. Même si le match contre Ludogorets peut aller jusqu'à 120 minutes jusqu'au tir au but. Parce qu'après, il y a Delémont. Et là, il peut faire tourner. Au lieu de mettre à chaque fois son 11 type contre Haute-Kreutz et compagnie. Delémont, ils ont sorti quand même 2 équipes de Super League. C'est vrai, oui, bien sûr. Je dis pas le contraire, mais tant qu'à faire. S'il y a un match à faire tourner, c'est Delémont. C'est ça. Puis on se réjouit de voir Diba à la place de Konya. Et de Ling. On a quand même plus de chances de remporter la Coupe Suisse que la Conférence League. Est-ce que du coup, s'il fallait vraiment faire l'impasse sur une compétition en étant pragmatique, c'est pas justement la Coupe d'Europe? J'ai envie de dire. Alors je suis d'accord, mais au prochain tour. Je suis d'accord, mais au prochain tour. Parce que là, franchement, ce serait quand même. Là, ce serait frustrant. Et en même temps, au prochain tour, tu peux tirer une grosse équipe, donc tu auras du monde. Au stade, c'est dommage de pas. Mais raison de plus. Si tu te fais éclater contre un gros, écoute, respect, on se fait éclater contre un gros. Mais se faire battre de peu contre une équipe que tu aurais pu prendre. Ouais. Et il est là pour moi le dilemme.
Je suis d'accord. Enfin, mon cœur de supporter dirait non, on joue à fond la Conference League. Si j'étais vraiment pragmatique, c'est vrai que autant miser sur la Coupe de Suisse et le championnat. Mais je suis plus supporter que pragmatique. Et puis t'es pas Weiler, donc je suis pas Weiler, donc moi je regarde le match. Hein. On peut, même si Delémont a fait des gros scores contre des équipes de Super League au tout précédent, je pense qu'on peut quand même se dire que avec tout ce qu'on a fait cette saison, on peut passer Delémont avec une équipe mixte et pas forcément une équipe B. Ouais, avec des joueurs qui ont peu joué, qui doivent retrouver de la forme, et sachant aussi que toutes les recrues là qu'on a fait, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont enregistrées pour la conférence. Je crois qu'il n'y en a aucune même. Il y a Rekik, il y a comment il s'appelle, Ndiaye, voilà. Mais je crois qu'il n'est pas. Mais il n'a pas encore son permis, donc. Ah ouais, bah alors Rekik. Donc que Rekik. Donc les autres, pour ce tour-ci, je crois, en tout cas, ils sont pas enregistrés. Donc ça serait le moment de les faire jouer en Coupe Suisse, par exemple. Oui. Donc, oui. Eux, ils seraient là pour le turnover dans le championnat et la Coupe Suisse. Surtout que ils sont prêts. Alors Dylan Brown, je sais pas s'il y a une option d'achat. Ça, j'ai pas vu l'info. Mais non, il n'y a pas d'option d'achat. Il n'y a pas d'option d'achat. Sans option d'achat. Bah, il faut les faire jouer. Hein. Tu les prends pas juste pour faire bon. Alors Nguéné, on sait pas, on sait plus au final. Et on va pas les prendre juste pour dire ah tiens, on a pris un joueur. Super. Non, c'est clair. Ouais, mais tu connais Weiler, s'ils sont pas à fond. Mais alors dans ce cas-là, c'est un problème de cellule de recrutement. Dans ce cas-là, c'est un problème de cellule de recrutement. Ouais, on a pris. Et selon Weiler, on lui avait posé la question contre Yverdon, les recrues, et il a dit j'ai 2 recrues. Après, il a fait non, ok, 3. Mais je pense que une des 3 recrues, il le comprend pas dans son effectif. Et on sait de qui il parle. Je pense que c'est l'attaquant. Ndiaye. Ouais. Alors, je le connais pas, je vais pas juger avant, mais franchement, on pouvait pas prendre mieux. Enfin, mieux. Quand tu vois les équipes du championnat comme Lausanne ou Yverdon qui arrivent à sortir des joueurs qui ont limite un niveau plus intéressant. Ouais, moi je suis un peu frustré sur le mercato. Après, le niveau de Lausanne, bon, on n'est pas sur Lausanne.ch, mais le niveau de Lausanne est quand même très faible. Et donc, un jeune de 17 ans qui est à la Juve paraît incroyablement au-dessus. C'est ça. Tandis qu'à Servette, c'est l'inverse. Le niveau est quand même bon et du coup, les recrues paraissent un peu faibles. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Clairement, avoir Servette, puis des recrues, et puis on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être clinquant. Sur le nom, puis après ça s'écroule. Mais il jouait en National 3, il jouait avec la réserve de Lorient. Ouais. Excuse-moi, on mérite pas mieux que ça. J'ai rien contre le joueur, je le connais pas, je vais pas le clasher d'entrée. Mais sur le palmarès, sur le papier, franchement, tu vois, à côté Dylan Brown, ça me paraît énormissime. Rekik, ça me paraît énormissime par rapport à Ndiaye. Et Nagashima, Nashimura, je connais pas, donc je peux pas du tout me prononcer. Après c'était prêt jusqu'à la fin de la saison, c'est pas un gros risque. Non, c'est pas un gros risque, mais bon, il y a une option d'achat. Justement, un double tranchant sur ce mercato. Mais à moins d'avoir mis comme condition que s'il faut une fois la praille, l'option s'active, il n'y a pas beaucoup de risques qui sont pris. Puis ils ont peut-être en tête le recrutement pour l'été prochain. C'est ça. Si par contre, si c'était arrivé l'été, là... Je suis du même avec toi. Le mercato, il m'a un peu frustré. On pouvait peut-être cibler mieux. Après, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas mieux de pas aller à la hâte, vite prendre un renfort et au final, on tombe sur un Oberlin bis, un Bauer bis, et puis on le traîne pendant des années. Moi, je pense qu'on a fait un panic loan parce qu'on n'a pas eu Nsame. Oui, mais du coup, autant prendre des prêts. Parce qu'au moins, si t'es pas satisfait... On a fait un prêt en panique, parce qu'on s'est dit, mais il faudra quand même compenser. Ouais. Et au final, tu te dis, mais pourquoi pourquoi tu n'as pas anticipé le fait que tu pouvais ne pas avoir Nsame? On aurait pu se mettre sur d'autres profils. J'ai l'impression que franchement, par rapport aux autres équipes de challenge... pas le même niveau. C'est qu'on est monté depuis 4 ans. Super League. Non, parce que je pensais au niveau des autres. Je trouve qu'on est vraiment l'équipe à avoir le moins bien recruté. Cet hiver. Ouais. Bon, oui. Alors, après, on n'a pas vu nos recrues. Pour l'instant, on a recruté, mais on n'a vu aucune sur le terrain. Déjà, ça, c'est un problème.
On prend des joueurs qui sont hors de forme. Ouais, ça, les c'est- autres, ils ont pris des joueurs, ils sont déjà sur le terrain. Et... C'est vrai que mais j'ai l'impression que ça arrive souvent à Servette. On prend des joueurs et pendant 2-3 semaines ils jouent pas et puis après ils viennent et puis ils jouent. Bon, après, alors, Après, il y a est-ce peut-être qu'ils le- sont pas en forme pour Weiler qui a des exigences très 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 élevées, ou ils sont pas en forme pour n'importe quel coach qu'aurait pu avoir Servette? Moi là je pense que c'est pour Weiler. Je pense qu'il a des exigences assez. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas une discussion entre le directeur sportif, l'entraîneur, et dire on le prend oui, non, et l'autre qui va dire non? Bah alors, dans ce cas-là, c'est non, quoi. Parce Moi, je que pense que- politiquement, tu pouvais pas ne pas avoir de recrue. Mais c'est bien ça le Parce problème. que ça veut dire, déjà, ça frustre les supporters, mais surtout, ça veut dire que ta direction sportive, elle est pas au niveau. Mais je dis pas le contraire. Donc dans ce cas-là, il y a eu un manque de communication entre Weiler et la cellule de recrutement pour dire je veux tel type de profil, je Après, veux tel type de joueur. Après, les attentes de Weiler correspondent peut-être pas à un mercato d'hiver. Peut-être, hein. Mais après, on avait aussi le même discours en été. Est-ce que les recrues, c'était vraiment les recrues de Weiler ou c'était les recrues du board? Et là, on peut se poser la question. Moi, je pense que le japonais qu'on ramène, c'est Weiler qui a sollicité. Oui, ça, c'est sûr. Par contre, les autres, je suis pas sûr. Je pense vraiment pas. Pour Ricky Braun et Ah oui, je Angel. crois que tu parlais de Ouais. mercato d'été. Non, ouais, non, pour l'été, si on peut revenir, il y a Tsunemoto, je pense, c'est un choix de Ah oui, Weiler. ça, c'est Weiler, c'est sûr, il l'a eu sous ses ordres. Par Donc, contre, Ongene, je pense pas que c'est un choix de Weiler, ou peut-être un choix, mais qui après, quand il l'a vu, il n'a pas voulu. Ling, j'ai du mal à me dire que c'est un choix de Weiler, puisqu'il ne le fait pas jouer du ouais, tout. non, c'est sûr. Mazikou, je pense que c'est un choix de... je sais pas. Ça, c'est une question. Est-ce que c'est un choix de Je Weiler sais ou pas. pas? Bon, il joue pour le coup, alors est-ce que oui, c'est un choix de Weiler? Je sais pas, en effet. Mais voilà, est-ce que les recrues sont forcément les choix de Weiler? Après, un Guimeno, un club bien géré, c'est une direction sportive qui ramène des joueurs qui vont dans le profil de ce qu'attend un entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur qui doit choisir. Moi, je pense que Weiler, il fait une liste quand même. Peut-être de profil ou de joueurs. Oui, des parce que l'entraîneur, le problème, c'est que si tu laisses l'entraîneur choisir, il se passe quoi si ton entraîneur est plus là et le suivant, ça lui correspond pas? Mhm. Mais moi, je Tandis dis que que la les direction deux sportive, elle doivent a- être d'accord. Ah, Les deux. idéalement. Mais je pense que Mais t'as Weiler quand est même d'accord deux sur ça la sert à rien. recrue. Je pense que s'il valide pas une recrue, elle vient pas. Enfin, je doute. Oui, si la direction sportive se dit oui, bon, ok, selon ces arguments, ça fait sens. Moi, je pense qu'il valide toutes les décisions, tous les transferts. Bah alors, dans ce cas-là, pourquoi il fait pas jouer Ling? Parce que Ling, moi j'ai très peur qu'au final on le voit jamais jouer, il parte la saison prochaine en fait, prêt et puis après Choban. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'il est hyper jeune. Donc on aurait pu se dire pourquoi il va pas jouer avec les M21. mais il joue non avec les mêmes 21. Oui, Bah, il a quand joué même souvent- quand il est revenu de mais blessure, mais il est maintenant quand même il souvent convoqué il avec est la convoqué première. avec Ouais. la première, donc il joue plus trop. Oui, Bon, après oui, ça n'a pas mais il a repris eu le joué, championnat. ouais. Oui, il a eu joué. Mais c'est vrai que pourquoi l'avoir annoncé comme recrue de l'équipe première? Donc ça sais c'est pas. la question. Tu voulais pas refaire une baron? Ouais, exactement. Non, c'est une bonne question, tous ces transferts, ce truc. Est-ce que justement il choisit ses recrues? Est-ce que il choisit pas? Après, il y a aussi une différence entre choisir et puis après la réalité du terrain. Peut-être que il choisit des recrues et en fait au final elles sont pas bonnes, donc à l'entraînement il voit qu'ils sont pas au niveau et il les fait pas jouer. Ça c'est un problème de scoutisme alors. Oui. Et après aussi l'adaptation du joueur. Des fois il s'adapte pas à un schéma de jeu. Ling, il a que 19 ans. Oui, il y a aussi l'expérience qui se crée. Donc, Alors dans ce cas-là effectivement tu l'annonces pas pour l'équipe première. Ouais. Dans ce cas-là. Ouais. il y a plein d'exemples. Après, il aurait peut-être pas signé à Servette du coup avec une équipe de 3ème division. Ouais, mais alors dans ce cas-là, t'imagines à quoi ça sert de le faire venir si c'est pour pas le faire jouer? Parce que le jour où tu vas le faire jouer, au final, son état d'esprit sur le terrain, ce sera quoi? Revanchard ou complètement paniqué parce qu'il va se dire je vais faire une mauvaise passe, un mauvais tir et je vais me faire lyncher. Ça, c'est difficile à dire sans connaître. Je pense que là, tu détruis plus le joueur progressivement, mais psychologiquement, comme ça. Ça risque d'être de le faire rater encore plus. Ouais. Enfin, perso, Bien moi, sûr. professionnellement, je suis manager. Si il y a un nouveau qui arrive dans mon équipe, et puis je vais tout faire pour faire en sorte que ça aille mal.
Ah bah, je vais pas attendre des miracles le jour où je vais lui demander d'être sur une mission importante. Moi, ce que je comprends pas, c'est ça, justement sa gestion avec Ling. Il y a eu des occasions pour le faire rentrer. On va pas me dire qu'à 3-0 contre le slow, tu fais pas rentrer, tu le fais pas un peu grappiller des quelques minutes de jeu. C'est pas grand chose. On gagne 3-0, c'est le dernier du championnat. Donc si à ce moment-là il rentre pas, quand il rentre? Bah jamais. 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 Il rentrera contre IB parce qu'il veut lui faire démarrer directement. Ouais, je pense qu'il va jouer contre Delémont. Et puis selon sa prestation, on verra bien. Mais après, ça fait aussi penser à d'autres cas de figure. Toiti, même chose. Après, il a dû se passer quelque chose parce qu'il a joué les matchs amicaux. Mais même en janvier, là, il a joué les matchs amicaux. Contre Hibernians, tout ça. Donc, je sais pas. C'est un pragmatisme de Weiler de ne pas vouloir le faire débuter trop tôt. Mais dans ce cas-là, quand tu le fais jouer, c'est la question que tout le monde se pose, j'ai l'impression. Mais ouais, sa gestion des joueurs, des fois, elle est un peu bizarre. Fofana, Toiti, c'était un peu la même chose. Ils jouaient le début de saison, après ils ont plus joué. Aucune raison. Ils grappillent quelques minutes par-ci par-là, et après, bon, ils partent. Donc, j'ai un peu du mal avec ce côté de Weiler là. C'est peut-être sa gestion avec les joueurs, c'est pas optimal. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas les coulisses. Et puis, bien sûr. On peut se baser du coup que sur les matchs. Mais alors, dans ce cas-là, ok, certes, mais il aurait encore l'intelligence de pouvoir le mettre sur le terrain en disant, si fin vous m'avez un match, en gros, vous voyez que j'avais raison de ne pas le faire jouer. Mais là, le supporter, mais là, c'est foutu. Mais là, le supporter peut même pas se faire une idée. Donc tu restes dans l'interrogation permanente. Mais si tu fais ça, tu détruis. Mais je te dis pas. Mais dans ce cas-là, je te dis pas de le faire rentrer quand Servette est mené et puis que c'est lui en gros qui a toute la responsabilité. Mais ce qu'on disait avant. J'ai fait le rentrer quand tu mènes 3-0. Au moins comme ça, on voit. Et puis le supporter lambda pourra se dire, ah bah effectivement, c'est une quiche. Ouais, juste ça. Ouais, là, on a vraiment rien. On sait rien du genre, on l'a jamais vu jouer. Alors qu'on s'est clairement fait notre avis sur Samba et Lady Ba, quoi. Lui joue, donc forcément. Mais oui, mais justement, c'est ça où tu te dis, mais attends, là c'est bon, la vie il est fait, tu passes au prochain, quoi. Ouais, mais en plus il est tout le temps dans les feuilles de match et il joue 0. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il a l'air d'avoir l'attitude suffisante pour être convoqué. Mais pas pour jouer. C'est vrai qu'il porte les gourdes. Ouais, voilà. Et Ouattara, qu'on connaît pas encore, mais qui, lui, justement, commence à rentrer, a cette chance. Alors, ok, ça, centre de formation, je pense que c'est aussi pour un côté excellence et puis ce qui va avec pour justement les points et faire jouer les jeunes. Mais tu te dis, dans ce cas-là, moi, franchement, je suis Ling, je pense déjà à partir. Et vous pensez que Weiler, il s'est pris un coup de pression puis il a changé? Où il s'était dit, dans 2 minutes, c'est le maximum que mes M21 peuvent avoir. Parce que je crois jusqu'à la trêve, on était à 2 minutes. Ah ouais. Magnin avait 2 minutes. C'est vrai. Et puis maintenant, alors je sais pas si il y a que Magnin qui joue au final. À Noël. Ouattara commence à rentrer. Ouais. Très très peu, mais il commence. Au moins, lui, il a cette chance que Ling n'a pas. Bon, c'est aussi lié au banc. On a moins de cette profondeur de banc, donc il a plus vraiment le choix. Sinon il fait rentrer personne en fait. Là pour exemple il pourra faire rentrer Ndiaye. Pour exemple contre Yverdon. Ah bah oui, mince. C'est vrai qu'on a vraiment bien fait de prendre un joueur qui ne rejouera pas. Puis on s'est déjà pris un forfait avec un problème de qualification, donc on va peut-être pas recommencer. Non, c'est clair. Non, bah oui, je sais pas. Bonne question. Donc à voir. D'autres remarques sur les... Bon, là on a parlé un peu d'un peu tout, hein. On a fait on peut parler de Braun, de cette recrue du coup arrivée de la Salernitana de Serie A. L'international, la lanterne rouge même si tu veux y aller encore plus. Défenseur central tunisien, qui a international tunisien, qui a joué notamment à la Coupe du Monde. Qui est en manque de temps de jeu parce que je crois qu'il a disputé 4 matchs, mais je crois qu'il a 2% de temps de jeu, tu vois, donc ça doit être rentré à la 85e. C'est ça. Quelque chose comme ça, malheureusement. Mais du coup, une bonne recrue. Alors, sur le nom, moi, ça m'a surpris parce que c'est un joueur que je connais de l'époque où il jouait à Metz. Donc bon, ça remonte à il y a 4 ans maintenant.
Mais ouais, franchement, ça. Alors pour le coup, autant il n'y a pas eu un grand nom clinquant en attaque, autant Braun, ouais, ça m'a surpris, mais je me suis dit ouais, alors ouais, pour le coup, why not. Et à Metz, Après, il était costaud. Bah à Metz, c'est alors de tête, je crois qu'il participe à la montée de Metz en première division. Je crois qu'il fait peut-être la première saison. Il joue 2 ans à Metz. Parce qu'avant, il était en Belgique. Ok. Mais ouais, de tête, assez rugueux. Bon, après, on verra. Hein, quand tu as joué 4 pauvres bouts de match sur une demi-saison, est-ce que c'est parce qu'il est à court de forme, moins bon, ou que ceux qui sont devant sont largement meilleurs parce que voilà. Mais sur le nom, je me suis dit, ah ouais, ça, au moins c'est un nom connu, mais après, ben voilà, je l'ai jamais vu jouer régulièrement, mais sur le profil, pourquoi pas. De toute façon, c'est 6 mois, donc on n'a rien à perdre. C'est ça. On double. Bon, je le connais pas du tout, hein, mais je remarque qu'on aime bien doubler les joueurs étrangers. On a 2 Japonais, on va avoir 2 Tunisiens. On n'a pas trouvé. On avait même avant, on avait du coup 2 Bosniaques parce qu'on avait les 2 Stevanovic. C'est vrai. On a un pour qui ça s'est mieux passé que pour l'autre. Ouais, parce qu'en fait à la base ils pensaient que c'était Miroslav, mais quand ils se sont rendus compte que c'était Dalibor, ils se sont dit mince, on a déjà signé, comment on va faire? On va le prêter à Nyon. C'est clair. Mais du coup on parlait des mais du coup on arrive à une situation, on a 4 centraux. Est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu aussi, ces nouvelles recrues? Parce qu'on a déjà Séverin et Rouillet qui jouent pratiquement tous les matchs. Après, il peut arriver des suspensions comme Séverin au prochain match, ou il y avait un match où c'était qui n'était pas là? Rouillet? Ah bah oui, dernier match contre Yverdon, il était blessé. Donc ça peut arriver aussi qu'on fasse tourner. On a toujours le cas Onguéné. Ouais. Bon là, à mon avis, on peut laisser tomber un. Hein. Ouais, autant résilier le prêt à ce moment-là. Voilà, mais voilà, donc on arrive dans un poste où on a ce qu'il faut, quoi. Bah ouais, on a plus en défense qu'on a au milieu. Clairement. On a même trop en défense. Parce qu'au final, il n'y a que Vouillot qui est parti et là, il y en a 2 qui sont arrivés. Ouais. Alors qu'au milieu, toujours pas de recrue. Ou alors, c'est une anticipation sur un départ l'année prochaine. Justement, que ce soit de Rouillet ou de Séverin. Chose que j'espère pas, en tout cas pour Rouillet plus que Séverin, même si les deux apportent quand même une stabilité défensive. C'est Rouillet qui a... Tu les verrais partir où? Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Mais je me dis, voilà, si tu prends volontairement des joueurs en prêt avec une option d'achat, sinon tu les prends sans option d'achat. Là, c'est le cas effectivement de Braun. Mais pas de Rekik. Là, pour le coup, ouais. Après, Rekik, encore une fois, lui, je l'ai jamais vu jouer. Je connais vaguement son frère du temps où il était à l'OM. Hein, de Séville j'ai aussi. J'ai à peine à le dire, ce club. Quand il était à Séville. Voilà, à Séville, voilà, c'est beaucoup mieux. Mais c'était pas extraordinaire, c'était pas un foudre. Hein. Il a mis du temps à s'installer, mais c'était pas une flèche. Après c'était l'OM et Séville, quoi. Donc c'est difficile. Hein. Ouais. Moi aussi, ouais, c'est clair. Mais Servette, c'est son frère du coup. Ouais, c'est son petit frère. Son petit frère, donc peut-être qu'il a. Parce qu'ils se sont toujours plus ou moins suivis. Quand le frère signait dans un club, le petit suivait. Il était de tête, je crois qu'ils ont été les deux au Hertha Berlin, je crois, de tête, si je dis pas une bêtise. Je crois qu'ils étaient les deux à l'OM. Puis après, il est parti à Arsenal contre. Non, je me demande s'ils n'étaient pas les deux à Séville aussi. Possible. Je sais plus ça, j'ai peur de dire une bêtise. Mais ils se sont souvent. En fait, je pense que c'était un peu le deal. Tu me prends moi, donc tu prends mon frère. Ouais, un peu à la Kylian Mbappé et Ethan Mbappé. D'ailleurs, le transfert de Kylian Mbappé. Parlons-en. Ça va bientôt être annoncé. Non. Oui, du coup, attendez, on va vérifier. Omar Rekik. Ou c'est Karim Rekik? Karim, c'est le grand. Donc, regardez avec Omar, qui est notre nouvelle recrue. Notre nouvelle recrue du Servette. Il a fait, du coup,
Il a fait beaucoup de clubs, Galles, ouais, mais il a fait le Hertha, en effet. Hertha, Marseille. Non, alors il le suit pas en Espagne. Non, il le suit pas en Espagne. C'est Là, après qu'il part justement il fait beaucoup de Arsenal. prêts. Hein. Il part à Rotterdam, Wigan. 2 prêts à Wigan. Bon, et encore, c'est du Arsenal moins de 21. Hein. C'est pas de la première ligue. Hein. Ah oui, donc on l'a même pas recruté de l'équipe première. Ah non, c'est moins de 21. Bon, après, il jouait en Championship ou League One. C'est où quoi, Wigan? Moi, je me dirais plus Ligue 1. Ouais. League One, ouais. Dans la 3e division anglaise, il jouait. Bon, c'est Qui, costaud. Hein, la Ligue bon, un. oui, les ligues anglaises. Ouais. Ouais, il s'est musclé les tibias, je pense. Hein. Non, c'est clair. Et du coup, bon, on va faire un peu le tour des recrues comme ça. On a parlé de Braun, on a parlé de Rekik, mais il y a aussi le japonais, Nishimura. Lui, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Il joue un peu second attaquant, ailier gauche. J'ai vu qu'il a pris le numéro 7 de Fluket. De Cristiano Ronaldo. J'allais dire Kylian Mbappé, c'est con. Chacun ses rêves. Chacun ses... Mais du coup, un joueur qui... je sais pas trop, il va évoluer avec Weiler. Bah moi, je le vois comme un deuxième Antunes. Comme un Antunes. Ouais. Simplement qu'Antunes a plus la faculté de jouer à droite et lui à gauche. Mais ouais, faudra voir. Mais c'est pas un gros buteur, mais pourquoi pas. Moi, je suis très ouvert à justement cette culture asiatique. Ça peut être très intéressant. C'est des joueurs qui n'ont pas du tout la mentalité européenne. Qui se la donne, quoi. Et ouais, et on voit Tsunemoto. Hein. Donc moi je pense que ça peut être une bonne pioche d'aller piocher dans le marché asiatique. Ça, peut-être en plus qu'on a un entraîneur qui a entraîné, là-bas, qui connaît. Voilà. Et genre on prend pas n'importe qui. Donc franchement, alors ça peut paraître surprenant parce que franchement je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui le connaissent, mais pourquoi pas. Ouais, et puis où ça peut bien se passer, c'est qu'il y a Tsunemoto, donc l'intégration sera un poil plus simple parce que là, des fois les Japonais ils parlent pas hyper bien anglais. Et puis dans Servette on parle pas japonais à ce que je sache. Du coup ouais, ça peut aider. Après Tsunemoto il s'est très bien débrouillé sans vraiment énormément parler l'anglais et puis en ayant personne qui parle japonais. Mais donc non, c'est plutôt ouais, ça consolide aussi le joueur. Ça va pas être un poids dans le vestiaire en tout cas. Non. Et j'ai vu c'est aussi pas la mentalité des Asiatiques. Il cherchait à se rapprocher de sa copine qui joue au féminine de Chelsea, je crois. Okay. Et du coup, il voulait rejoindre l'Europe. Et Servette s'est penché sur le cas. Et il a je n'avais pas l'information people. C'est ça, information people. C'est bien, non mais c'est... Voilà, donc double win-win un peu dans le truc. Exact. Voilà, donc Nishimura, on espère le voir vite sur le terrain. Et pourquoi pas, transition toute faite, pour le prochain match contre Lugano. Donc Servette Lugano. Et on va finir sur ça avec la preview de ce match contre nos ennemis, nos meilleurs ennemis. Ouais, nos anciens potes. Donc ça sera dimanche à 16h30 au stade de Genève. Quoi penser contre Lugano c'est l'éternel. Est-ce que ce sera l'habituelle purge? C'est probable. Mais je le souhaite pas en fait, clairement. C'est clair. Non, on va s'en sortir. On a brisé des malédictions contre des clubs suisse-allemands. On devrait bien y arriver contre Lugano. Bon, on a gagné au début de saison là-bas. Oui, mais je veux dire, le fait que le match ne soit pas une purge. Ah, bon, ça. Compliqué. Pourquoi c'est toujours. Pourquoi tu. Je crois que c'était avec Sacha qu'on avait discuté de ça. Pourquoi quand il y a Lugano, tu sais que ça va être une purge et en sortant, t'es pas surpris? Il y a des équipes comme ça, contre Lugano, c'est rarement des bons matchs. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'ils sont en train de grandement investir dans le club. Et du coup, j'ai bon espoir que le jeu s'améliore. Mais c'est pas tant le jeu de Lugano, parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir des matchs où ça peut être plaisant à regarder. Moi, je regarde pas les matchs de Lugano, mais des fois, les scores peuvent être attrayants. Et puis, généralement, ils finissent toujours dans les tops
dans le championnat. Donc, je sais pas, c'est vraiment contre Servette que particulièrement le jeu est mauvais. Compliqué. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, il y a toujours des petites rivalités comme ça où il y a des purges. Et Lugano sont connus pour ça, chez nous en tout cas. Mais depuis pas très longtemps en vrai. Hein. Enfin, depuis l'ère Geiger, parce qu'avant, quand on jouait contre Lugano, bon, ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte, ouais. Mais bon, après, c'est à toi, David, de me dire si c'était déjà des purges à l'époque. Mais ça remonte quand même, mais fut un temps quand j'étais plus jeune. Lugano, ça avait une bonne gueule. Moi, j'aimais bien Blaise Nkoufo à l'époque en attaque. Hein. Bon, ça remonte. Je pense qu'il doit avoir 20 ans de plus maintenant. Mais non, Lugano, c'était une équipe assez intéressante. Hein, ouais. Mais bon, ça, c'était avant. Puis maintenant, c'est une équipe qui aime bien nous casser les pieds et qui ont un Croci Torti d'entraîneur. C'est vrai. C'est le coach aussi qui joue beaucoup. C'est ça, qui arrive à faire des miracles à la mi-temps. Et combien de fois il nous a bien mis à l'envers. Hein. Ah ouais. Mais bon, sur ces 2 dernières années, hein, c'est le risque, c'est d'avoir un Croci Torti à la mi-temps qui change tout. Et puis derrière, Servette qui comprend plus rien. C'est clair. Et niveau classement, là, on est... si on regarde Lugano 5e avec 34 points, mais Servette 41 points 2e. Entre deux, il y a Saint-Gall et Zurich avec 36 points. Devant IB avec 7 points d'avance. Et 6e, égalité de points, Lucerne. Il y a aussi le fait que Lugano, ils peuvent passer sous la barre s'ils perdent leur match dimanche. Mm-hmm. Donc pour eux, c'est tout autant important de gagner, je pense. Il faut que Lucerne perde aussi. Hein. Il y a que 6 points d'écart entre le 8e et le 3e, donc c'est quand même assez resserré. Ça c'est assez resserré, ouais. Surtout des bonnes prestations de Yverdon et de Winterthur. Bâle n'est pas hyper loin derrière non plus. C'est vrai que là, le milieu de classement, c'est un peu resserré. C'est vrai qu'en mi-saison, on avait vraiment les 6 qui se détachaient. Mais après, Lucerne a beaucoup perdu ces derniers temps. Winterthur et à l'inverse aussi Yverdon ont beaucoup fait de bonnes prestations. Et on se retrouve avec un milieu de classement, un vrai milieu de classement du coup, assez serré, un ventre mou. Ouais, ça c'est un peu comme chaque année. Hein. Simplement qu'il n'y a pas un Young Boys avec 30 points d'avance. Mais souviens-toi, l'année dernière, la course au titre, en 3 journées, tu pouvais passer de relégable à européen. Hein. Oui. Donc là, ça a ce côté, justement, on a un milieu de classement où tout est proche. C'est assez fréquent. La seule chose que cette année qui va changer, c'est justement la fameuse 6e place. La 6e, ouais, entre les deux. Ouais, c'est ça qui va justement peut-être plus ou moins mettre un peu de piment et d'intensité aux matchs qui seront dans les derniers pour vraiment aller chercher les points qu'il faut pour les équipes en question. Hein. Parce que Winterthur, là, ils sont 7e. Mais sur un affrontement face à Lucerne, je serais pas surpris que Vinti passe Lucerne. Hein. C'est possible, ouais. Mais match crucial aussi pour Servette, parce que c'est vrai que si on perd ce match contre Lugano, déjà on se fait rattraper. Déjà on se fait rattraper par ceux de derrière. Mais IB sur un fauteuil. Enfin, est-ce qu'on pourrait dire adieu au titre si en cas de défaite? Ah oui, je pense clairement. Faut pas se leurrer. Et puis, faudra voir s'il y a un choc psychologique vu que Zurich a changé d'entraîneur. Mm-hmm. Donc voilà, il y a ça aussi, un paramètre à prendre en plus. Ouais, parce qu'ils étaient sur des mauvaises séries là. Ouais, ça allait plus. C'était voilà, on se souvient qu'avec ils avaient, je crois, 5, 6, 7 points d'avance sur nous fut un temps. C'est vrai. Et puis avec notre série justement de 15 matchs sans défaite, on a pu prendre un petit peu de large. Puis ils se sont un petit peu écroulés. D'ailleurs, c'était ça qui m'avait surpris. Parce comme Saint-Gall aussi, ouais. Exactement. On avait eu un débat justement il y a quelques temps avec Vijan en analyse. Et je pensais que justement, au contraire, Zurich avait l'expérience pour ne pas s'effondrer. Et bah justement, au contraire, là, ils
ils ont une phase un peu négative. Puis là, justement, on verra si avec le changement d'entraîneur, il y a un petit choc psychologique qui se perd. Bon, c'est les assistants du coach qui reprennent l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Okay. Donc, il y a pas bon, il peut y avoir quand même un petit effet. Un petit effet. Ouais, bon, moi, j'y ai jamais vraiment cru au choc psychologique, mais là, avec des gens de la même équipe. Oui, parce que en général, les joueurs soit veulent le départ de l'entraîneur ou tout à coup veulent montrer, puis ça se passe bien pendant 1 ou 2 matchs, mais après les problèmes finissent par ressortir. Tu penses à Lyon en ce moment ou Bon, oui, Lyon, par exemple, ça va, ils ont gagné contre l'OM récemment. Ouais, je sais, mais ils font un peu 2 matchs ça va, 2 matchs ça va pas, 2 matchs ça va, 2 matchs ça va pas. Après, là, ils sont déjà sortis de la zone rouge, donc c'est déjà pas mal pour eux. Mais bon, on n'est pas sur Lyon.ch. On n'est pas sur gone.fr. Mais ouais, clairement. Non, ouais. D'autres choses à dire sur le classement, la Super League, les prochaines échéances? Il faut qu'on gagne. Si on veut le titre, il faut gagner nos matchs, puis particulièrement contre les équipes du haut de classement. Ouais. Sachant qu'on affronte Lugano, puis IB. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que même si IB du coup là a 7 points d'avance, quand le championnat va se diviser en 2, il y aura des gros matchs et du coup IB pourra potentiellement perdre des points et on pourra les rattraper. À condition que nous on soit costaud pendant ces matchs. Si on les gagne ces matchs, ouais, c'est ça. Bon, après il y en a que 5 de matchs quand ça se sépare. Donc on joue une fois chaque équipe. Ouais. Donc, mais on a l'avantage de recevoir plus que ce qu'on. IB, on les aura à la maison. IB, on les aura à la maison, ouais. Parce qu'on a joué une fois chez eux et 2 fois. Non, on va jouer 2 fois chez eux et 1 fois chez nous. Mais est-ce qu'on n'est pas meilleur au Vangdorf? Contre IB, non. Non. Ouais. Non. Là, avec le public, on peut se prendre des 6-0 là. Non, excuse-moi, on s'est pris un 6-0 au stade de Genève. Oui, mais ça, il y a eu Frick qui s'est pris un rouge. Oui, mais on est quand même capable de le faire, c'est pour ça. Non, généralement IB à la maison, c'est beaucoup mieux. Ouais, bon, on aime bien aussi aller faire des petits résultats là-bas. Ouais, on est capable de le faire. Ils nous connaissent, puis ils nous transfèrent pas les joueurs. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'eux qu'on a raté notre mercato. C'est ça. Quelle idée. Bon. Et puis Rodani, on l'a aussi encore en travers de la gorge. Aussi, ouais. Preuve qu'ils nous prennent. En vrai, c'est. Ouais, mais ça peut être flatteur. C'est flatteur. Mais ça, on en avait parlé. C'est flatteur. Ils ont peur de nous, c'est bien. C'est bien. Du coup, on va se laisser là, mais avant ça, les pronostics du match contre Lugano. Du coup, à qui le premier? Qui veut y mettre un pronostic sur ce match? Allez, je vais être joueur, je vais dire 2-0 pour ça. 2-0. Moi, je vais être pragmatique pour une fois, je vais dire 1 partout. 1 partout, 2-0. Moi, je pense qu'il y aura 2-2, malheureusement, parce que c'est souvent le score qu'il y a contre Lugano. Mais j'espère vraiment une victoire. Même si c'est une victoire 1-0 où on marque à la 90e par un penalty, ça va très bien pour moi. Et voilà. Donc, on va clore l'émission ici. Après, c'est lueur d'optimisme face au match contre Lugano. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à mettre un commentaire. On est toujours là pour répondre et on est actif sur les réseaux. Merci beaucoup les gars d'avoir participé à cette émission. Merci à toi d'avoir animé. Merci et à la prochaine. Allez Servette. Allez Servette. Allez Servette.